En manchette ce soir, les personnes victimes d'actes criminels mieux soutenues dans les palais de justice. Un premier chien d'assistance judiciaire rejoint l'équipe du CAVAC. Elle a fait ses premiers accompagnements dernièrement, la semaine dernière, et tout a bien été. Un travailleur minier meurt après un grave accident de travail. Et des centaines de familles réunies pour un souper communautaire à Val-d'Or. Le souper, c'est un événement fondamental pour la ville de Val-d'Or et j'ai le souhait que ça continue pour les années suivantes. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. Pour débuter, on revient sur la mort d'un adolescent de Lac-Simon. Un jeune de 16 ans a comparu plus tôt au palais de justice de Val-d'Or aujourd'hui et l'accusé fait face à un chef d'accusation d'homicide involontaire coupable ainsi que d'un bris de condition. Et la victime avait été retrouvée inanimée et gravement blessée en bordure de route il y a de cela 2 semaines. Il reviendra en cours la semaine prochaine, le 4 septembre, pour y subir son enquête caution. Et ensuite, nouvelle tragique aussi, un homme de 30 ans a perdu la vie hier après un accident de travail à la mine Éléonore de Radisson. C'est dans le nord du Québec. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 14 heures. Et selon la CNESST, la victime a subi une électrocution dans une salle électrique souterraine. Des inspecteurs tentent de mieux comprendre les circonstances de l'accident et une enquête en collaboration avec la Sûreté du Québec suivra. Et à la suite de ce décès tragique, la direction de la mine Éléonore nous a fait parvenir une déclaration écrite dans laquelle elle mentionne être profondément attristée par la situation. Dilmar Éléonore dit travailler étroitement et coopère pleinement avec les autorités et aussi avec la CNESST pour déterminer comment cette tragédie s'est produite, mais aussi qu'il s'engage à comprendre tout ce qui s'est passé, en fait, et aussi comment des renseignements pourraient être intégrés à leur système de sécurité. Et maintenant, on revient sur cette personne repêchée morte au lac du Faux à Rouyn-Noranda il y a un peu plus d'1 semaine. Eh bien, la Sûreté du Québec nous confirme qu'il s'agirait d'un acte volontaire. La victime est un homme de 47 ans de Montréal, porté disparu il y a un peu plus d'1 mois. Donc, l'enquête du coroner se poursuit tout de même. Sur un tout autre sujet, on va maintenant parler de la Semaine nationale du chien, puisque les victimes d'actes criminels pourront compter sur un nouvel appui au Centre de victimes d'actes criminels de l'Abitibi-Témiscamingue. Une petite bête à 4 pattes, un chien d'assistance judiciaire. Sophie Média-Villa-Rivard est allée le rencontrer. Non, pas au pied. Joe, une labernoise de 2 ans, est depuis quelques mois le nouvel allié du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec sa responsable, Véronique Marcotte-Beaumier, elle se déplacera partout dans la région pour accompagner les personnes victimes dans les palais de justice lors de leur passage en cours. Elle a fait ses premiers accompagnements dernièrement, la semaine dernière, et tout a bien été. C'était un procès et tout a bien été. Joe est vraiment sur son podium auprès de la personne victime pour qu'elle puisse la flatter. Quand que les émotions montent, quand que l'anxiété monte trop. Et ça fait vraiment une différence. La responsable du chien d'assistance judiciaire s'est d'abord rendue à la Fondation Mira en Montérégie pour une semaine de formation où elle a rencontré Joe. Il a ensuite fallu 3 mois d'entraînement avant que la chienne soit prête à mettre ses apprentissages en pratique. C'est la personne qui doit être accompagnée par le chien qui a fait la demande, qui a la priorité dans le fond parce que les autres personnes ne peuvent pas flatter Joe, ne peuvent pas lui parler non plus parce qu'elle est au travail. Quand elle a son harnais inscrit CAVAC, c'est qu'elle est au travail, mais l'intervenante, maître chien, toujours avec elle, par exemple. Le CAVAC marche sur les traces de la Sûreté du Québec et de la Direction de la protection de la jeunesse régionale qui ont eux aussi bénéficié de chiens d'assistance judiciaire. Ça fait vraiment la différence parce que Joe amène une autre dynamique que même si nos intervenants CAVAC sont super expérimentés, on ne peut pas retrouver ça. C'est une autre dynamique carrément. Et parmi le réseau des CAVAC au Québec, Joe est le 7e chien d'assistance judiciaire à accompagner les personnes victimes. Et c'est une méthode qui fait ses preuves puisque déjà 132 accompagnements ont été effectués à travers la province. Sophie Média-Villa-Rivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Et il y avait beaucoup d'ambiance hier soir du côté de Val-d'Or. Élise, vous étiez au traditionnel souper communautaire. Comment ça s'est passé? Oui, j'étais sur place, en fait, dès 17 h et à cette heure-là, il y avait déjà une longue file qui s'étirait tout autour de la patinoire. On parle de près de 1000 personnes qui se sont déplacées pour le souper communautaire. C'est un peu moins que l'an dernier, en fait, malheureusement, en raison de la température, mais l'ambiance était festive. Les familles sont venues se rassembler, partager un bon moment en famille ensemble, puis partager un repas. Un repas qui était gratuit et ça a permis de remettre en lumière la précarité alimentaire. Revivons ensemble cette soirée avec mon reportage. C'est le fun! Malgré le temps frais, l'ambiance était chaleureuse à la patinoire bleu-blanc-bouge de Val-d'Or, où des centaines de familles se sont rassemblées pour le souper communautaire organisé par la Ville. Un moment festif et accessible à tous, pensé pour rapprocher les gens et renforcer les liens au sein de la communauté. C'est un des événements les plus marquants, je trouve, pour la ville de Val-d'Or, parce que ça permet que n'importe qui vienne et se rassemble à une même place pour manger tous ensemble un hot dog. En fait, on crée des ponts entre toutes les communautés qui sont présentes à Val-d'Or, qu'elles puissent enfin se rencontrer dans un événement de grande ampleur. Les bénévoles étaient nombreux à prêter main forte, que ce soit pour servir le repas, animer les jeux ou guider les danses en ligne. Dans un contexte où l'insécurité alimentaire gagne du terrain, ce genre d'événement prend tout son sens. Moi, j'étais déjà dans le domaine du communautaire, avec la QDR de Val-d'Or. Puis le communautaire, c'est important. C'est important que les gens embarquent, c'est important qu'il y ait du communautaire parce que les gens, il y a beaucoup de manque ici à Val-d'Or aussi comment je pourrais dire ça, que il y a beaucoup d'insécurité alimentaire, fait que ça peut juste aider à des gens qui mangent pas. Au-delà du repas, c'est le plaisir d'être ensemble qui a attiré les participants. On dirait que ça rapproche les gens de la ville, hein? Ça fait comme une petite communauté. L'occasion de voir plein de nouvelles personnes qui arrivent à Val-d'Or, puis s'amuser en famille. Entre nous, les immigrés, les Québécois et les autres, on fait le vivre ensemble. Ça permet que nous puissions être bien intégrés. Rendu à ma 3e édition, je crois que c'est ce qu'il fallait de plus pour nous faire pour continuer d'apprécier la région. Je suis fier d'être à Val-d'Or. Je trouve que c'est beau en région d'avoir une activité comme ça. En plus, les organismes communautaires qui sont ici, c'est vraiment festif. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, y a-t-il suffisamment d'initiatives sociales et communautaires pour rassembler la population? Vous avez répondu oui à 51 %. Et alors que les chasseurs de la région sont en attente du plan de gestion de l'Orignal 2026, donc pour la saison de chasse de l'année prochaine, le ministère de l'Environnement apporte quelques réponses. L'analyse des consultations et des recommandations des différents partenaires fauniques est toujours en cours et les nouvelles mesures seront annoncées dans les prochains mois. On doit s'attendre à des changements, notamment en raison d'une baisse du nombre de veaux qui a été observée dans les derniers recensements de 2017. Mais pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agirait de l'imposition de tirage au sort ou d'autre chose. Un processus comme ça, d'un plan de gestion, il y a énormément d'aspects juridiques, il y a énormément d'aspects légaux qu'il faut régler. Donc, ces choses-là sont présentement en travail à Québec. Le statu quo de dire on maintient les mêmes bases au niveau de la gestion de l'orignal, bien, avec cette information-là qui nous dit qu'on a une baisse en veau, avant que ça se répercute au niveau plus largement de notre récolte et tout ça, on veut mettre des mesures en place pour avoir une approche prudente, puis s'assurer là, que la qualité de la chasse se maintienne, que la qualité de notre cheptel et que nos orignaux de l'Abitibi-Témiscamingue soient en bonne santé. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance.
Salut, je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un auteur d'Amos et je lance en exclusivité en Abitibi-Témiscamingue mon nouveau livre « Les queers qui ont changé le monde » et je vous en parle après la pause aux arts. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 10 juillet dernier, Rosalie Bernèche et Alison Bédard ont procédé au démarrage de la clinique multidisciplinaire L'Essence de Soi, située à Rouyn-Noranda. L'entreprise offre des services en psychothérapie avec une spécialisation en sexologie ainsi qu'en massothérapie. L'ouverture de cette clinique a permis la création de 2 emplois et contribué à diversifier l'offre de services en santé et bien-être dans la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel, Justine, l'auteur amosois Samuel Larochelle lance un tout nouveau livre la semaine prochaine et il vient nous le présenter ce soir en primeur en région au courant alternatif d'Amos. Et ce tout nouveau livre s'intitule « Les queers qui ont changé le monde ». Dans ce livre, Samuel Larochelle nous invite à découvrir l'impact des gens qui ont fait tomber des barrières, affronter les préjugés et contribuer à transformer notre monde. Les 75 personnes queer dans le livre sont issues de domaines aussi variés que les sports, les arts, la science ou la politique. Et surtout, ils sont originaires de partout dans le monde. Elles ont tout ce qu'il faut pour inspirer les futures générations. Samuel, qu'est-ce qu'on retrouve dans « Les queers qui ont changé le monde ». On a environ 75 portraits de personnalités LGBTQ+, du monde des sports, des arts, de la science, des affaires, de la politique, de la militance, qui ont eu un impact immense sur la planète. Puis ça a été écrit de manière vulgarisée, vivante, pimpante, avec un petit peu d'opinion une fois de temps en temps. Fait que c'est pas une affaire lourde, c'est pas une encyclopédie qu'on a. C'est très funny, c'est drôle. Oui, c'est pour un grand public. Ouais. Mon objectif, c'est autant de rejoindre les personnes queer pour leur donner des modèles et tout le reste de la population pour leur faire comprendre que le monde dans lequel on vit, il ne serait pas comme ça sans nous, sans notre influence depuis des siècles. Et d'où est venue l'idée d'écrire ce livre-là? Bien, par le passé, on a vu des livres, par exemple, qui donnaient des modèles aux personnes noires, personnes afrodescendantes. On avait aussi des livres pour inspirer les jeunes filles à s'imaginer dans des métiers ou des programmes d'études un peu moins traditionnellement féminins. Puis avec le temps, je me suis dit, bien, nous autres aussi, on a besoin de ça pour s'inspirer. Et tu m'as mentionné par écrit que ton rêve, ce serait qu'une copie de ce livre-là se retrouve dans toutes les maisons du Québec. Pourquoi ça serait important? Pour ouvrir les esprits, pour, j'aime pas le mot normaliser, mais du moins que cette information-là se rende à tout le monde, qu'on fasse partie du quotidien des gens, parce qu'on n'a pas nécessairement un proche qui est LGBTQ+, parce que quand on en a un ou une, ça change énormément notre compréhension. Fait que si ça, c'est pas le cas, peut-être que le livre, dans toutes les maisons, c'est une porte d'entrée vers nos réalités et surtout nos réalisations. Et quelles personnes queer du Québec on retrouve dans ton livre? Quelles sont leurs histoires? Alors, sur les 75 d'un peu partout dans le monde, on a des Québécois, Québécoises comme Yannick Nézet-Séguin, le chef d'orchestre, qui a une immense influence dans son choix de musique, dans sa façon de rendre la musique classique accessible à toutes les classes sociales en faisant, par exemple, de la musique, des concerts dans les parcs. On a Farah Alibé, qui travaille à la NASA, qui se décrit également comme une personne queer. On a Laurent McCutcheon, qui a lancé, il y a un peu plus de 20 ans, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie, etc. Et il y a plein de pays qui ont emboîté le pas. Il y a les filles qui ont lancé la Ligue professionnelle de hockey féminin. Oui. Parce que ça n'a pas juste un impact au Canada puis aux États-Unis, mais il y a des filles, des femmes de partout dans le monde qui peuvent maintenant rêver de ça. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais ils sont dans tous les milieux. Il va falloir lire le livre pour les découvrir. Oui. Et là, ton lancement à Amos est ce soir. Comment tu te sens? C'est très spécial parce que d'avoir, au printemps dernier, amené mon cabaret queer en région et là, de lancer un livre sur des réalités LGBTQ+, à Amos, c'est comme de boucler la boucle 20 ans après avoir quitté une région, de l'avoir fui parce que ma différence n'était pas acceptée. Entre-temps, les mentalités ont changé. Et là, c'est comme une célébration de ma différence,
de ces différences-là. Fait que c'est très, très précieux. Eh bien, merci beaucoup, Samuel, et je te souhaite de réaliser ton rêve qu'une copie de Les Queers qui ont changé le monde se retrouve dans toutes les maisons du Québec et surtout de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, merci beaucoup. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'eau, c'est ce qu'il y a de plus important sur la Terre. C'est pas pour rien qu'on la surnomme l'or bleu. Et pour bien comprendre son importance en région, direction la MRC d'Abitibi. Aujourd'hui, je vous amène à explorer le circuit à la découverte de l'eau Anissibi. Bienvenue à Odéiban, là où on puise l'eau. Saviez-vous que l'une des eaux les plus pures du monde coule sous vos pieds? Découvrez l'univers du gardien du puits et de l'Esquerre, visitez son bureau, son laboratoire et découvrez des faits inusités sur cette précieuse ressource qu'est la nôtre à travers un jeu d'énigmes captivant. Audrey-Anne, c'est quoi le circuit à la découverte de l'eau Anissibi? Le circuit, en fait, englobe 8 volets au total qui permettent d'apprendre un peu plus sur la ressource hydrique. Puis ici, au puits, comment ça fonctionne, une visite? Qu'est-ce qu'on y découvre? Bien, en fait, le départ se fait à partir de la marina Paris où les gens vont embarquer dans notre belle van Anissibi. Dans le transport, il y a déjà une petite animation qui se fait, donc le chemin n'est pas perdu. Puis en arrivant ici, bien, là, on va faire la visite en 2 parties. La première, ça va être plus comme un jeu d'énigmes. Avec des indices, on va trouver des réponses là, à la fameuse question de comment est-ce qu'on peut préserver la ressource hydrique. La deuxième partie de la visite se fait directement à l'intérieur de la salle des machines et du puits municipal. Donc, les gens peuvent rentrer à l'intérieur et voir des spectacles conçus par Moment Factory, qui sont des spectacles lumineux et sonores. Et Audrey-Anne, comment on peut la protéger, cette fameuse ressource hydrique-là? Ah ben là, il faut faire la visite, parce que là, c'est la visite qui va faire répondre à la question. Fait qu'on n'a pas le choix de venir faire un tour cet été. Exactement, en plein site. Très facile, vous pouvez réserver sur le site anissibi.com puis venir visiter puis trouver la fameuse réponse à la question. Super, bien merci beaucoup. On veut venir te voir cet été ici. C'est parfait. Merci beaucoup. Félix, lorsqu'on fait le circuit à la découverte de l'eau, ça nous amène ici au refuge Pajot où on plonge dans la mémoire du fondateur Michel Pajot. Qu'est-ce qu'on y découvre? Bien, on y découvre, dans le fond, une réflexion sur l'être humain, sur l'environnement, sur où est-ce qu'on s'en va avec notre façon de gérer notre environnement. Et pourquoi le refuge est une étape indispensable du circuit à la découverte de l'eau Anissibi? Bien, je pense que c'est un tout. Fait qu'à chaque endroit, on apprend, tu sais, que ça c'est le côté plus de l'histoire par rapport aux gens à Picogan, que ce soit le côté de l'Esquerre, où ce que, je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de plus important que bien connaître les choses pour après ça pouvoir leur faire attention, pour pouvoir amener vers un jour une belle protection. Ça ressemble à quoi la saison estivale au niveau touristique au refuge Pajot? Bien, ça commence là. On est avec les enfants, ça grouille. Après ça, les beaux mois de juillet et de août. Encore avec les réservations, c'est super le fun parce que c'est beaucoup plus fluide. On s'attend à une belle saison en 2025. Bien, super. Merci beaucoup, Félix. Ça fait plaisir. Chiara, on est rendu à l'étape du tipi dans le circuit. Quelle est l'expérience qu'on peut vivre ici? Ici, les visiteurs peuvent venir regarder une vidéo à l'intérieur du tipi. Il y a de la construction en ce moment, en fait, parce que vous allez pouvoir faire plus de représentations, c'est ça? Oui, c'est ça. On offre des projections de soir et de jour, c'est nouveau, pour essayer d'accommoder tout le monde, là, dans le fond, pour que ce soit moins tard. Chiara, à quoi les gens peuvent s'attendre? Qu'est-ce qu'on voit dans la projection? Dans le fond, on raconte un peu qu'est-ce que l'eau représente pour nous. On parle aussi de la rivière Nanekana qu'on utilisait beaucoup avant. Puis encore aujourd'hui, on aime être sur la rivière ici. Bien, merci beaucoup, Chiara. De rien. Alors cet été, venez vivre cette immersion complète dans le circuit à la découverte de l'eau Anissibi. Parce que oui, on a de l'or partout en Abitibi-Témiscamingue, mais notre ressource la plus précieuse, c'est notre or bleu. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs et les Huskies ont chacun dévoilé les 23 joueurs qui débuteront la saison 2025-2026. Et les amateurs pourront retrouver leur équipe favorite sur la glace alors que la saison débutera dans 3 semaines. Voici le bilan de notre journaliste Zachary Desrosiers. Les Foreurs de Val-d'Or ont dévoilé leur alignement pour la saison 2025-2026 mercredi matin. Quelques nouveaux visages feront leur entrée avec 2 nouveaux joueurs de 20 ans, mais également 3 recrues qui ont percé l'alignement.
Josh Demers, Étienne Maheu et Evan Sorcherchi. C'est un choix de troisième ronde, mais je suis tellement content de ses habiletés, on dit son hockey sense en anglais, là, mais sa compréhension de la game. J'aime son speed, sa vitesse aussi, c'est vraiment le fun. Josh Demers, comment je pourrais dire ça? C'est tellement dédié, il fait plein de petites actions que c'est pas, ça va passer un petit peu inaperçu, mais tellement efficace dans une game. Et puis Étienne Maheu, il a son identité à lui, là, gros bonhomme, simple physiquement. Donc chacun leur qualité, mais assurément qu'ils vont tous nous amener à quelque chose. Nathan Brisson portera le C de capitaine pour une deuxième saison. Le natif de Deux-Montagnes se dit fébrile à l'approche du début de la saison et compte continuer d'être un modèle pour ses coéquipiers. Bien, c'est sûr qu'on va garder encore l'ADN Foreur. On est une équipe qui travaille. On s'en va avec beaucoup de talent. Nos jeunes, ils commencent à prendre de l'expérience, puis on s'attend à une beaucoup plus grosse année que l'année passée. Le directeur général et entraîneur-chef Maxime Desruisseaux mentionne les hautes ambitions pour la saison, mais l'équipe ne se met pas de pression. Je ne mettrai pas de pression à notre groupe parce qu'on est encore un jeune groupe. Mais assurément, on a dit l'an dernier qu'on avait fait un pas vers l'avant. Puis, évidemment, on a des attentes plus élevées. Mais, tu sais, faut que je rappelle à tout le monde, des fois, que, tu sais, on n'a pas de 20 ans en défense, on a seulement un 19 ans, on a seulement 5 19 ans dans notre alignement. De l'autre côté de la 117 à Rouyn-Noranda, l'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, mise sur l'expérience et l'intégration des nouveaux joueurs pour préparer la saison. Oui, on a eu un camp extrêmement compétitif. On a 11 nouveaux visages, là. On voit la saison d'un bon œil, puis on va avoir une équipe qui va être compétitive, qui va travailler soir après soir. Puis notre but ne change pas d'année en année. On veut être l'équipe la plus compétitive puis arriver en séries éliminatoires fin prêt. Les Foreurs de Val-d'Or accueilleront donc les Olympiques de Gatineau pour leur match d'ouverture qui aura lieu le 18 septembre prochain, ici même au Centre Agnico Eagle de Val-d'Or. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le soleil restera pas longtemps avec nous. Donc, Emilia, j'espère que tu en as profité aujourd'hui parce qu'il devrait repartir très bientôt parce que ce soir et cette nuit, ce sera nuageux sur l'ensemble de la région avec quelques averses de pluie qui devraient débuter au courant de la soirée et un minimum de 9 degrés. Demain, en Abitibi, les averses de pluie devraient cesser le matin, mais on a quand même un petit 30 de probabilité d'averses au courant de la journée, un maximum de 14 degrés. Du côté du Témiscamingue, eh bien, c'est 60 de probabilité d'averses qui vous attendent. Alors, la pluie devrait quand même tomber pas mal toute la journée. Et en aperçu pour vendredi en Abitibi, ce sera nuageux avec quelques gouttelettes de pluie et un maximum de 17. Et du côté du Témiscamingue, eh bien, vous n'aurez pas de pluie. Ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 18. Pas besoin d'arroser le jardin ce soir-là. Dame Nature s'en occupe. Et merci à vous aussi d'avoir été là ce soir. Évidemment, on sera là demain midi, demain soir aussi. Ça a été un plaisir de vous informer. Passez une excellente soirée.